Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à Marseille pour nous rencontrer, dialoguer ensemble. Merci de m'avoir invité. Alors, on a parlé des relations pour l'instant Europe-Afrique, et c'est le thème de la journée. Mais si on s'arrête sur les relations entre le Gabon et la France, sont très anciennes. Vous-même, vous êtes diplômé de l'Université de Paris-Dauphine, donc vous connaissez bien notre pays. Comment est-ce qu'on peut construire aujourd'hui les relations entre nos deux pays? Je crois que le plus simple pour construire les relations entre nos pays, c'est de les inscrire dans un espace de gouvernement à gouvernement, de s'écarter le plus possible des relations officieuses, des réseaux, de toutes ces choses qui créent des particularités, alors que nous avons de part et d'autre des intérêts d'État à État. Je crois donc qu'il faut s'inscrire dans une logique d'État à État et se poser la bonne question. De quoi avons-nous besoin de chaque côté? Qu'est-ce qui est notre centre d'intérêt de chaque côté? Et sur cette base, discuter de la meilleure façon de converger vers l'atteinte de cet objectif. Alors, si on reprend le spectre un petit peu plus large et qu'on s'intéresse à nouveau sur la coopération entre l'Afrique et l'Europe, vous êtes économiste. Est-ce que je peux demander à l'économiste que vous êtes, comment est-ce qu'il envisagerait les choses? Pour moi, il faut s'inscrire dans une logique de prospérité partagée entre d'un côté l'Afrique, de l'autre côté l'Europe. Quand je parle de prospérité partagée, c'est que ce que j'observe très souvent, c'est qu'on met en avant plutôt les aspects négatifs des relations qu'il y a. Or, nous avons des priorités de part et d'autre et des opportunités de part et d'autre. Il y a de très grandes opportunités en Afrique à l'heure actuelle. On parle de notre démographie qui fait peur, mais la démographie, il y a 40-50 ans, quand j'étais étudiant ici, on disait que la Chine était perdue. C'est ce qu'on disait. On disait que les Chinois allaient se battre pour un bol de riz. Aujourd'hui, la Chine prête de l'argent au monde entier. Et on pensait que sa démographie allait exploser indéfiniment. Je suis désolé, mais je constate que toute la génération des gens qui ont moins de 40 ans chez moi sont des gens qui ont maintenant 2, 3 enfants. Les projections qui sont faites, pour moi, ne sont pas réalistes. Elles ne correspondent pas à la réalité, parce que dès que les gens commencent à atteindre un certain niveau de vie, ils pensent au pouvoir d'achat, ils pensent aux dépenses qu'ils doivent supporter pour la scolarité de leurs enfants, pour ça. Donc, je crois que la démographie va ralentir. Mais ce qui ne va pas diminuer, c'est les besoins en amélioration du bien-être des populations. Or, nous avons des besoins, et ces besoins, nous n'avons pas, à la vitesse à laquelle nous évoluons, la capacité de les satisfaire. Je vous donne un exemple. Nous avons un déficit majeur dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de la distribution de l'eau. On ne voit pas les investisseurs arriver pour créer les conditions de la production de l'électricité qui contribueraient à améliorer le bien-être sur place et, soit dit en passant, qui participeraient au ralentissement de l'immigration. Je rappelle que le problème de l'immigration dont on parle beaucoup ici, c'est dans la totalité de l'immigration qui se fait en Afrique, 70% concerne les pays interafricains. C'est seulement à peu près 30% qui vient vers l'Europe. Et cette immigration serait bien évidemment largement ralentie si nous avions une amélioration sur place des conditions de vie des gens. Et ces conditions de vie, ça commence par l'accès à l'eau, à l'électricité, etc. Et ce n'est pas un accès gratuit, je parle d'un accès financier, c'est-à-dire sur des opérations qui sont parfaitement rentables. Donc, je reviens à cette idée qu'il faut s'inscrire dans une logique de prospérité partagée et regarder plus les opportunités que les handicaps que l'on voit toujours, que l'on met en avant alors qu'il y a des opportunités. Et se poser la question, mais pourquoi les investisseurs, des gens qui sont beaucoup plus loin, après tout, vous savez, il n'y a que 14 km entre l'Afrique et l'Europe, 14. Mais comment des gens qui arrivent de beaucoup plus loin, de 6, 7, 8 000 km, trouvent-ils des opportunités là où les Européens sont actuellement en train de considérer qu'il n'y a pas matière qu'il n'y a pas un intérêt économique.
Alors vous l'avez dit, les investisseurs, faire venir des investisseurs, avoir une vision partagée. Mais alors avec quelle stratégie d'attractivité? C'est aussi aux États de mettre en place des stratégies pour faire venir les investisseurs, donner envie aux entreprises. Il y a beaucoup de PME aujourd'hui, et on évoquera ce sujet un peu plus tard dans la matinée, mais il y a beaucoup de PME et de TI aussi qui ont peut-être envie de venir s'installer chez vous, d'apporter leurs solutions. Comment les faire venir? Mais on les fait venir d'abord en créant le contexte qui va avec. Prenons le domaine de... Madame la Présidente l'a évoqué tout à l'heure, les questions d'environnement. Le Gabon, en présentant le Gabon, on a parlé de poumons de l'Afrique. Mais vous savez que 20% du territoire du Gabon est consacré à des parcs nationaux qui sont des parcs conservés en l'état. Mais quand on fait cet effort de création d'un espace attractif sur un sujet qui intéresse énormément l'Europe, on ne voit pas les investisseurs s'intéresser à cette question. On ne voit personne réellement se poser la question de comment on fait pour rendre ces espaces réservés, attractifs, c'est-à-dire de leur assurer une vie économique dans le futur. Et vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait jouable de considérer qu'on fait de la protection de l'environnement, de la nature, etc. Mais s'il n'y a pas de revenus qui sont attachés à cette préservation de la nature, sur le long terme, c'est une opportunité qui ne va pas durer. Donc, comment on fait? On crée des lois, on dit on réserve l'espace, et on attend de voir que ces lois produisent du résultat. Ici, on parle beaucoup de crédit carbone, etc. Mais j'étais au premier sommet de la Terre en 1992 à Rio. J'y étais comme jeune fonctionnaire. Nous sommes 30 ans plus tard. Je serais curieux de savoir combien d'argent a été décaissé dans un de nos pays, en tout cas au Gabon, au titre des crédits carbone ou d'environnement, etc. C'est un vœu pieux dont on parle, dans lequel on a changé la fonction de production de nos pays. On a ajouté un argument qui est une contrainte, c'est-à-dire l'environnement. Mais on ne voit pas la contrepartie de cette amélioration de la fonction de production. C'est-à-dire qu'il y avait le capital, il y a le travail et il y a l'environnement. Mais cet environnement-là, qui est une contrainte dans la fonction de production, cet environnement, on ne nous apporte rien sur le prix des produits que nous vivons, que nous pratiquons en respectant les contraintes d'environnement. Donc, il faut que l'on soit cohérent avec ça et se dire quelles sont les priorités que nous avons du côté de l'Europe, quelles sont les priorités du côté de l'Afrique. L'Afrique a besoin de développement, mais l'Europe est attachée à ce que l'environnement, mais pas seulement l'Europe, nous-mêmes aussi, nous avons besoin que cet environnement reste, mais il faut que le marché reconnaisse à cet effort la contrepartie, sa contrepartie financière. On ne la voit pas. Merci en tout cas, Monsieur le Premier ministre. Vous avez fait une très bonne transition avec la table ronde qui va suivre après. On va parler de transition énergétique, justement. Merci d'avoir été là. On espère que du coup, votre discours aura été entendu et que les PME iront voir vers le Gabon. Merci bien. Les opportunités partagées. Merci d'avoir été avec nous.